Fidel Castro avait invité environ 70 personnes, essentiellement des intellectuels d'Amérique latine, mais aussi de quelques autres endroits, pour une journée entière de discussion, de débat. Donc lui, il souhaitait surtout parler des problèmes structurels du monde, la question du péril nucléaire, des problèmes de famine, les problèmes environnementaux, les choses qui doivent être décidées vraiment d'une manière globale et dont on sait que plus le problème est aigu, en fait, et moins on s'en occupe. Au cours de cette discussion, bon, lui, il était toujours très très alerte, parce que on a raconté qu'il était malade, tout ça, bon, il l'a été, mais c'est quelqu'un qui a une discussion très très vive, même si parfois il cherche un peu les noms propres qu'il veut citer, mais c'est tout. Donc au cours de ces débats, évidemment d'autres sujets ont été abordés. Pour ma part, avec mes collaborateurs, j'ai essayé d'aborder la question des révolutions arabes, ou plus exactement, on pense qu'il faut mieux dire les insurrections arabes pour le moment, puisque au moment où la discussion avait lieu, dans les différents pays, il n'y avait que des renversements de personnalités, et on n'avait pas encore touché aux structures. Maintenant on commence, mais on n'avait pas encore touché aux structures. Et j'ai essayé de plaider pour l'unité des mouvements révolutionnaires en Amérique latine et au Proche-Orient. Alors il faut se rendre compte que les uns et les autres ont des idées fausses sur le partenaire éventuel. Bon, bien évidemment, il fallait déblayer un peu tout ça, et j'ai essayé d'expliquer aussi que les révolutions dans le monde, dans le Proche-Orient, avaient une origine commune avec ce qui s'était passé en Amérique latine, et même ce qui s'était passé en Afrique noire. J'ai dit ça parce qu'il y avait la ministre de la Culture de l'Angola qui faisait partie de ce groupe. Et donc j'ai rappelé que Ali Shariati, le penseur de la révolution iranienne, avait été le traducteur en langue persane de Che Guevara, et qu'il avait pendant très longtemps, jusqu'à sa mort d'ailleurs, une correspondance très étroite avec Frantz Fanon, ils étaient vraiment très amis, très liés, et que donc c'est bien le même terreau intellectuel qui s'est exprimé à des endroits différents, sous des formes différentes, et qu'aujourd'hui, même s'il y a eu pendant 30 ans des évolutions tout à fait distinctes, en réalité tout ça est très proche. Bon. Alors dans la discussion, beaucoup de gens sont intervenus. On a évoqué le fait par exemple que au Proche-Orient actuellement, il y a eu plusieurs sondages ont montré que la personnalité la plus appréciée des gens, ça n'est pas une personnalité arabe, c'est Hugo Chavez. Donc ça surprenait. Alors, il y a des gens qui avaient été un peu visiter cette région, qui ont expliqué par exemple qu'ils avaient été à Tunis pendant les manifestations, qu'ils avaient été surpris de voir des portraits de Che Guevara. Donc évidemment ça ne s'est pas montré par les télévisions occidentales, ça va de soi, c'est pas tellement leur avantage. Mais tous les gens qui ont été sur place constatent cette identité en fait. Il y a eu une objection à un moment sur quelqu'un a dit oui mais il faut faire attention à l'impérialisme iranien tel qu'on le voit en Irak, et Fidel Castro m'a demandé de répondre à ça. Alors c'était un peu facile en fait. Donc je lui ai dit c'est simple, quand vous êtes allé vous battre au Congo, en Angola, en Namibie, on parlait de l'impérialisme castriste. On sait bien que c'était faux, mais de quoi on voulait parler simplement des victoires de Cuba face au système impérialiste dans cette région. Et si aujourd'hui on parle d'un impérialisme iranien, c'est bien pour la même raison. Bon, puis à l'issue de cette discussion, qui a quand même été assez longue, beaucoup de gens sont intervenus pour qu'on passe à des choses concrètes. Donc on a évoqué ce
qu'on pouvait faire, tout ça, et nous sommes donné rendez-vous l'année prochaine pour faire le point sur tout ça. Fidel Castro a précisé qu'il ferait tout son possible pour être vivant encore l'année prochaine. Voilà. Saad Hariri a été contraint à la démission par le retrait d'une partie significative de son gouvernement, retrait qui est lié à la question du tribunal, je vais l'expliquer. Et immédiatement, il a été lâché par ses principaux soutiens, notamment en Arabie Saoudite. Donc il faut comprendre que Saad Hariri a commis un certain nombre d'erreurs sur le plan politique qui l'ont profondément discrédité et ne lui permettent plus d'envisager sérieusement à nouveau un rôle dans la vie politique libanaise. Je pense même qu'il se trouvera dans une situation où il sera rapidement amené à quitter ce pays. La famille Hariri tenait son pouvoir de sa fortune, et cette fortune, il la tenait de la position exercée par le père, Rafik Hariri, un homme certainement très brillant, qui avait su représenter les intérêts du royaume d'Arabie Saoudite et en même temps obtenir le soutien de la République arabe syrienne et de la France. Donc il était le point d'équilibre des puissances tutélaires du Liban. Mais voilà, son fils n'a pas les mêmes capacités et il a commis une erreur fondamentale en essayant de se rapprocher des États-Unis en coupant avec l'Arabie Saoudite, alors que l'essentiel de sa fortune est en Arabie Saoudite et qu'il doit tout à l'Arabie Saoudite. Donc lorsque le roi Abdallah s'est retrouvé très malade, hospitalisé aux États-Unis, il est allé le voir, il a apparemment cru que le roi n'en avait plus longtemps à vivre, et il a fait alliance avec le successeur potentiel, le prince sultan, et son fils, le prince Bandar. Donc là, il a pris des positions particulières sur le tribunal qui allaient à l'encontre de ce que souhaitait le roi Abdallah, mais qui satisfaisait aux intentions des États-Unis. Et puis le roi, en fait, n'est pas mort, donc c'était un mauvais calcul. Et peu de temps après la démission du gouvernement libanais, une cassette audio a été publiée par une télévision ici, New TV. Et cette cassette audio, qui est assez ancienne, se trouvait dans les archives du tribunal dont nous allons parler, qui est une vraie passoire où, si vous voulez acheter des documents, c'est sur la place publique aux enchères. Il faut être un peu riche quand même, hein. Mais tout est à acheter là-dedans. Donc il y avait une cassette audio où on entend Saad Hariri dire des horreurs sur le numéro 3 dans la succession du trône, le prince Naïef d'Arabie Saoudite, et le fils de celui-ci. Alors le prince Naïef est ministre de l'Intérieur, il parle de son incompétence et de sa cruauté, il en dit tout autant sur son fils, etc. Il donne toutes sortes il fait allusion à des choses qui sont probablement tout à fait vraies. Et au regard de la loi en Arabie Saoudite, le crime de lèse-majesté contre la famille royale est puni de la décapitation. Et c'est essentiel pour le royaume d'Arabie Saoudite, puisque ces dirigeants sont tout à fait illégitimes et ne se maintiennent que par la crainte qu'ils inspirent. Donc, à partir de ce moment-là, Saad Hariri avait perdu à la fois le soutien du roi Abdallah et le soutien des pro-US. Donc, s'est retrouvé tout nu au milieu du guerre. Donc, un autre Premier ministre a été désigné, qui est également un milliardaire qui a sa fortune en Arabie Saoudite, mais qui, à titre personnel, est très proche du président syrien, donc est plus facilement